Mesdames et messieurs, bonjour. On aura une présence de masse nuageuse dans les parties nord-est, centre et est avec des pluies faibles en début de matinée. Le temps sera par la suite généralement nuageux dans ces régions et les régions du littoral observeront des passages nuageux qui pourraient apporter de faibles pluies localisées. Pour les températures de cette période, nous observerons 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké et Daloa. Pareil pour la ville de Dzimbokro et pour la ville de Gagnoa. Nous aurons 26 degrés à Korogo, 23 à Mont, 25 à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, l'ensemble du pays connaîtra un début ensoleillé. L'insolation combinée à l'humidité favorisera des formations de cellules orageuses dans le sud forestier, à l'ouest et au nord-ouest. Ces cellules pourraient toucher les régions du littoral, du centre et de nord-est en fin de période. Pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 à Dzimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 36 à Korogo, 33 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Ce fut un plaisir de vous donner des informations météorologiques. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La culture ivoirienne est en deuil. Rose-Marie Guiraud est décédée hier à Abidjan. La célèbre danseuse et chorégraphe ivoirienne, fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels et de la troupe Les Guirivoires, était âgée de 76 ans. 32 nouveaux cas d'infection à Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire, 27 nouveaux guéris et un décès dénombré. C'est un patient de 69 ans admis dans un établissement sanitaire public après un accident neurochirurgical. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au total, 39 jours après l'annonce du premier cas, le bilan ivoirien du coronavirus fait état de 879 cas confirmés, 287 guéris et 10 décès. Abidjan continue d'être le foyer de la pandémie en Côte d'Ivoire. 93% des cas déclarés positifs au Covid-19 résident dans la capitale économique, contre 7 à l'intérieur du pays. La cartographie des zones et communes fortement touchées a été dévoilée ce lundi lors du point presse quotidien du gouvernement. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, Mamadou Touré, s'est prononcé sur des initiatives en faveur de l'autonomisation des jeunes. Franck Kouadio. Que deviennent ces jeunes, déjà bénéficiaires de financement et dont les activités sont impactées par le Covid-19 ? Quelle stratégie pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié du financement au cours de cérémonies symboliques ? Autant de questions. Face à la presse donc, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, épluche les préoccupations de l'heure. Ils étaient 73 489 sur plus de 77 000 jeunes. Fin décembre 2019 a bénéficié des programmes du PS-Gouv. Dans la dynamique, l'opération Agir pour les jeunes a connu une première vague de financement et elle s'est trouvée impactée par la crise. Mais aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires. Premièrement, c'est que pour tous les jeunes qui sont donc dans l'entrepreneuriat, notamment Agir pour les jeunes, le processus va se poursuivre même sans cérémonie de remise donc, de chèques. Et pour ce faire, la liste donc, des jeunes bénéficiaires sera disponible cette semaine. Les jeunes qui ont déjà eu des financements, qui ont commencé donc, des activités, nous allons suspendre pour 3 mois le remboursement donc, de ces financements. Pour les jeunes qui seront impactés par le Covid,
le dispositif qui se met en place avec le fonds de solidarité, le fonds de soutien aux dons sociétés informels, nous verrons dans quelle mesure ces jeunes payent donc en compte. Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes phase 2 a permis la prise en compte de plus de 21 000 jeunes. Mais il y a aussi d'autres axes touchés. Celui des projets dits structurants, par exemple, qui concernent entre autres les start-upers. Seront alors privilégiées les innovations liées à la lutte contre le Covid. Je suis heureux d'annoncer que le 15 mai au plus tard, les jeunes sélectionnés vont recevoir donc les chèques pour les financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas passé à ces processus et qui apportent aujourd'hui des solutions innovantes et qui viennent en appui à l'appel du gouvernement en termes de fabrication de masques, en termes de fabrication de gel hydraulique ou toute autre initiative qui peut nous permettre, qui peut aider à la lutte contre le coronavirus, nous allons ouvrir la plateforme, exceptionnellement la plateforme de financement, le lundi prochain pour une semaine. Et tous ces jeunes pourraient donc soumissionner. Les projets les plus pertinents vont obtenir un financement. Autre bonne nouvelle, le paiement de 45 000 francs CFA par mois pour les volontaires retenus pour la sensibilisation sur le terrain. Il y aura aussi la poursuite du versement des primes à ceux déjà en stage et bien d'autres activités du PS-Gouv annoncées par le ministre qui a pour l'occasion fait le bilan du programme social du gouvernement. Nous avions mobilisé à date 346 000 opportunités après les différents échanges avec le secteur privé ivoirien, avec donc mes collègues et les structures sous tutelle donc des différents ministères. L'année 2020, l'objectif était donc de 264 936 jeunes. Et pour le premier trimestre, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, ce sont 41 971 jeunes qui ont été pris en charge par nos différents dispositifs. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, un moment vécu par visiocorrespondance par d'autres confrères, mais aussi en direct par les internautes. 4 entreprises impliquées dans la production et l'approvisionnement du marché ivoirien en produits de grande consommation comme le lait, le sucre, l'huile et le riz ont reçu la visite hier lundi du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'état du stock de ces différents produits en période de crise sanitaire et surtout à la veille du pic de consommation que représente le mois du Ramadan. À en croire ses principaux opérateurs du secteur, pas de quoi s'inquiéter, le marché sera suffisamment approvisionné. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, le président de la République a présenté hier en grande pompe son remède contre le coronavirus, une décoction et une tisane bio à base d'artémisia et d'autres plantes malgaches tenues secrètes, développées par l'Institut malgache de recherche appliquée. Ces médicaments seront distribués gratuitement aux personnes les plus vulnérables et mis en vente dès demain dans les pharmacies et supermarchés. Le président a décrété obligatoire la prise de ce médicament pour les élèves en classe de 3e et de terminale qui retournent à l'école dès mercredi. Aux États-Unis, face à la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, le président américain a expliqué vouloir protéger les emplois des Américains. Donald Trump annonce la suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis. Le président américain, dont la limitation de l'immigration fait partie des thèmes de campagne, n'a pas donné plus de détails sur la manière dont il entend appliquer cette décision et pour combien de temps. Le coronavirus, que Donald Trump qualifie d'ennemi invisible, a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix pour la suite. Merci Régis Kofi, je reprends la main avec beaucoup de bonheur. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce matin et c'est une grâce car vous le savez, tout le monde ne bénéficie pas de ce souffle de vie gratuit qui peut partir à n'importe quel moment, à l'instar de cette grande ambassadrice et icône de notre culture qui nous a quittés hier. Nous nous sommes couchés avec le corps lourd, on se réveille encore voilà, avec ces émotions dubitatives et qui nous voilà, entraînent comme ça avec beaucoup de tristesse.
tristesse de la voir partir. Marie-Rose Guiraud s'en est allée hier à l'âge de 76 ans. Voilà, elle est une grande artiste. Elle est aussi chanteuse, dramaturge, créatrice de costumes, anthropologue, maître de conférences et écrivaine. La fille de Oyabli dans la sous-préfecture de Kouili a déposé à jamais voilà, tous ses talents qu'elle a pu nous démontrer durant ses 76 ans de vie sur la terre des hommes. Ici, on a une pensée, bien sûr, pour sa famille biologique, son époux, compagnon fidèle de tous les jours et toutes les personnes qui ont pu, bien sûr, l'aimer et l'apprécier. Mais voilà, c'est la vie hein, et on est dans ce méli-mélo d'émotions qui nous permettent de pouvoir rebondir et avancer à chaque fois, se donner du courage. Aujourd'hui encore, on veut vous donner le courage de pouvoir vous bouger, vous mouvoir et d'avancer sereinement autant que faire se peut dans cette vie par le truchement, bien sûr, de notre cher coach Diabaté qui vous apportera assurément du sourire. Bonjour à tous. Coach Diabaté pour vous servir. Bien installé chez vous pour la séance de sport. Ok. Nous sommes toujours face à cette pandémie, à cette situation sanitaire qui mine le monde. Et il est recommandé à tout et chacun de rester chez soi à la maison pour vaquer à ses occupations. Nous devons être à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Et c'est dans cette optique-là que cette séance de respiration vous sera dispensée par Coach Diabaté que je suis, Coach Kipé et Coach Massa. Dans cette posture, vous séparez les jambes, les mains le long du corps et vous respirez normalement tout en dégageant la poitrine. Avec bien sûr un visage d'ange, respiration normale. Toujours le petit sourire là. Et soufflez totalement. Inspirez. Et soufflez tout doucement. Inspire. Souffle. Inspire et reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, souffle tout doucement. Et on souffle. Là, on va inspirer, grandir sur la pointe des pieds et rester. OK? Inspire. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Descendez tout doucement. Lorsque les mains sont en seconde, on pose talon et on descend tout doucement. Séparez grandement les jambes et posez les mains là au niveau des pecs. On va pousser en tai chi. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Grandis, toujours en inspirant. Et descends tout doucement.
Inspire, hein? Et souffle en remontant. Inspire. Et souffle. Rassemblez les jambes. Tout doucement. Grandis. Entrelace les doigts. Et reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. Alors, de retour avec beaucoup de plaisir et nos remerciements réitérés à notre cher coach Diabaté qui était là, tout de suite là, pour nous présenter une séance de respiration. La respiration très importante, la respiration à motiver, à stimuler en ces temps de pandémie à coronavirus que l'on sait, qui s'attaque à différents organes, mais en plus aux poumons. Donc, c'est important de pouvoir maintenir une respiration efficiente pour rester en bonne santé. Alors, lui, il est en bonne santé et nous remercions Dieu pour cela. C'est M. Renaud Kobia qu'on retrouve tout de suite et maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Madame Alex. Alors on démarre avec la lutte contre le coronavirus. Notre confrère de Soir Info nous fait un constat alarmant dans les hôpitaux, hélas. Bonjour à tous. S'il se passe des choses inquiétantes dans des services hospitaliers à Abidjan, c'est avec ces mots que le confrère résume l'enquête qu'il a conduite dans certaines formations sanitaires du district d'Abidjan et qui lui a permis de constater que les mesures barrières telles que le lavage des mains, l'application de gel hydroalcoolique, le port du masque ou encore la distanciation sociale ne sont pas respectées. Il faut faire très attention à toutes ces mesures édictées. Ça y va de notre santé à tous, surtout dans les hôpitaux. Alors, l'Inter, quant à lui, fait une proposition d'un reportage sur le centre de traitement de Yopougon. Oui, le confrère propose en exclusivité un zoom sur le site d'accueil des malades du Covid-19 dans la plus grande commune d'Abidjan, situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon. Ce centre, dont la construction a débuté fin mars 2020, a été bâti à la vitesse grand V, comprenant 13 bâtiments et 156 chambres, dont 24 pour les réanimation. Il sera opérationnel ce samedi 25 mars selon l'Inter. Toujours dans la lutte contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes recommandent la vigilance aux populations. Tout à fait. Le gouvernement met en garde contre la vente des masques usagés. Les autorités nationales, selon Fraternité Matin, indiquent que des personnes indélicates récupèrent des masques chirurgicaux dans les poubelles des hôpitaux, les lavent et les revendent sur les marchés. À ce sujet, elles recommandent la prudence et conseillent aux populations d'acheter ce type de masques dans des établissements agréés tels que les pharmacies. Et là, c'est scandaleux, vraiment. On reste avec le quotidien pro-gouvernemental qui nous propose une incursion dans certains quartiers populaires d'Abidjan. Oui, et c'est avec cette enquête intitulée « Les quartiers populaires très distants de la distanciation ». À travers ce jeu de mots, le confrère révèle toute la complexité liée à l'application de la plupart des mesures barrières dans ces cités où les populations vivent dans la précarité et la promiscuité. Et à côté de ça, on observe aussi des violations récurrentes des mesures barrières contre le Covid-19. Le patriote appelle à la responsabilité de tous. Arrêtons les mauvais comportements. C'est en ces mots que le confrère dénonce tous les actes qui vont à l'encontre des mesures édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Et face à cette situation que le confrère qualifie d'irresponsabilité collective, il pose cette question: à qui croit-on faire du mal? Et toujours dans la même veine, non-respect des mesures de lutte contre le Covid-19. Et on l'a avec l'intéressée Emma Loès qui a été condamnée à 6 mois de prison. Oui, l'actrice ivoirienne a été condamnée avec sursis, donc elle ne fera pas la prison. À l'origine de cette affaire, la célébration de son anniversaire dans la nuit du vendredi dernier, dans des conditions de non-respect total des mesures barrières contre la pandémie. Plus de précisions dans Soir Info. Merci pour cette information et puis on souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui ont pu célébrer leur anniversaire en ce mois d'avril avec sobriété. Lutte contre le coronavirus, les forces de défense et de sécurité utilisent les moyens technologiques. Oui, la gendarmerie nationale utilise des drones pour la surveillance des corridors dans le cadre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. Selon le Jour Plus, grâce à ces engins, plusieurs voyageurs clandestins ont été pris en flagrant délit.
Et en dépit de cette pandémie qui touche la quasi-totalité du globe, la Côte d'Ivoire continue sa marche en avant. C'est ce qu'indique le quotidien Le Matin avec cette une. Malgré la pandémie du Covid-19, la Côte d'Ivoire toujours au travail. Selon le confrère, le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement sont sur tous les fronts au risque de leur vie. Et ça a été le clou de la soirée d'hier, la disparition de Marie-Rose Guiraud. Oui, la célèbre artiste est décédée hier, la fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC et de la troupe Les Guirivois, pionnière de la danse en Côte d'Ivoire, a été emportée par un mal qui la rongeait depuis de longs mois. Voilà, on présente ici encore nos condoléances à la famille et puis qu'elle repose en paix. Merci pour votre participation. Merci, Alix. On se voit demain. Alors, oui. Oui, demain, on se verra demain, ne vous inquiétez pas. Alors, nous on poursuit cette émission avec notre invité qui est déjà en plateau. Il est un habitué de la matinale depuis maintenant bon nombre d'années. On a plaisir à le recevoir sur cette chaîne pour parler de droit. Aujourd'hui, mardi, c'est le droit qui prend toute sa place. Et aujourd'hui, on parlera bien sûr de droit en cette période de Covid-19. Quelles sont les implications avec voilà, toutes les mesures qui sont prises, le droit en général des uns et des autres? Est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce que l'influence du Covid-19 homogène un peu la structure ou la composition du droit? Il nous dira tout ceci juste après le jingle, bien sûr. Bonjour, maître Koneki Obien. Bonjour. Bienvenue. Alors, nous sommes dans une situation exceptionnelle de pandémie jamais vécue par le monde. Il s'agit bien sûr du Covid-19 qui sévit. Et en cette période, le droit aussi doit continuer toute, on va dire, son action. Alors, oui. Dites-nous, quelle est la définition juridique qu'on peut donner à cette situation de Covid-19? Merci. Je vous en prie. Pour dire qu'il y a une définition du Covid-19 en droit, non, vous n'en trouverez pas. Le Covid-19, c'est des termes médicaux seuls qui peuvent en donner une définition. Au début, on a parlé d'épidémie. Après, c'est devenu une pandémie. Seuls les spécialistes du domaine peuvent vous donner leur définition. Seulement, c'est un phénomène qui est saisi par le droit. Parce que, comme on vous dit toujours, en toute société, il y a un droit. Et le droit s'applique à toute société. Et la célèbre citation en première année de droit, Ubi societas ubi ius, pour dire que partout où il y a des personnes qui se mettent ensemble, le droit naît. Et toute situation, quelles qu'en soient les circonstances, sont régulées par des règles de droit qui peuvent être des règles ordinaires ou des règles exceptionnelles en fonction des circonstances. Tant que tout le monde se lève le matin, le soleil se lève à l'est, le soleil se lèvera toujours à l'est et il ira se coucher à l'ouest. Tant que la situation est une situation de paix, tant que toute la société est régulée de manière normale, il y a un droit. Mais lorsque survient des événements qui modifient le comportement, qui modifient les circonstances de vie, qui modifient les conditions de vie, nécessairement, il y a un droit qui naît aussi, le droit des circonstances. Ou bien le droit qui est déjà en application est modifié en fonction des circonstances. C'est pourquoi le législateur prévoit toujours la situation de crise, la situation normale. Et s'il faut donner une définition à cette situation que nous vivons, nous disons que c'est une situation exceptionnelle. Justement. Et on a coutume de dire à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Donc je vais revenir et vous demander quelles sont les mesures exceptionnelles qu'implique cette pandémie au niveau du droit de notre pays. Quand on dit les mesures exceptionnelles, en général, il faut comprendre qu'on ne décide pas de façon spontanée pour quelque chose. Il faut avoir un fondement de la décision. Et heureusement, depuis 1955 en France et depuis 1959 en Côte d'Ivoire, il y a eu des lois qui, pour faire face à des situations exceptionnelles, ont été prises au cas où. Vous avez constaté que le président de la République a décrété un état d'urgence. Oui. Mais quand vous lisez le visa du décret de l'état d'urgence, effectivement, il y a une loi qui est le fondement. C'est une loi de 59. Et en France, il y avait une loi pareille pour juguler la crise. C'est-à-dire que c'est une législation d'exception. Une disposition. Voilà, c'est une législation d'exception
qui fait que le comportement change, on oblige les personnes à adopter un certain mode de vie qui n'était pas le mode de vie quotidien. C'est pourquoi on vous parle de couvre-feu, de confinement partiel, ainsi de suite, de fermeture du Grand Abidjan. Ce sont des mesures qui sont prévues par la loi. Pas que c'est pas pour le Covid-19. On dit en situation exceptionnelle, voilà comment on agit. C'est comme des leviers qu'on active. D'accord. Alors, partant de ces fondements-là qui se basent sur voilà, le droit qui existe, où on a prévu, quels sont les fondements juridiques des mesures qui ont été prises par le Conseil de sécurité et le Conseil de gouvernement? D'accord. Les fondements juridiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Mais quand on dit circonstances exceptionnelles, ne voyez pas seulement sur le côté littéraire. En France, là, en jurisprudence, en fait, ce n'est pas une loi qui a été prise pour dire voilà, les circonstances exceptionnelles. Il y a eu un préalable. Il y a eu un préalable. Des situations qui ont obligé le législateur français, à l'époque, à décider que maintenant, compte tenu de tel événement, nous pensons que nous sommes en circonstances exceptionnelles. Et plusieurs arrêts en jurisprudence administrative nous ramènent aux cas qui ont provoqué cette manière de réagir. Mais pour les puristes, ceux qui ont envie, bon, je ne parle pas de monsieur ou madame, tout le monde, ceux qui ont envie de réviser leurs vieux cours de droit qui prennent le lexique des termes juridiques, vous entendrez dire que la théorie des circonstances exceptionnelles, c'est une théorie jurisprudentielle qui s'analysait principalement en une extension temporaire des compétences de police, des compétences normales de l'administration. Et ce sont des mesures qui obligent l'administration à étendre sa compétence, à étendre les mesures de police sur des situations qui n'étaient pas normalement régulées comme telles. Et cette jurisprudence-là a, au fil du temps, été peaufinée, de sorte que la loi s'en est saisie, comme je l'ai dit, en 1955 en France et en 1959 en Côte d'Ivoire, pour dire qu'on ne définit pas la circonstance exceptionnelle, on ne définit pas tel événement pour dire que c'est celui-là seulement qui doit... On dit si un événement arrive et que la vie de la société va être affectée sérieusement, ou bien les institutions vont fonctionner difficilement, la vie des populations va être en danger, ainsi de suite. Voilà comment on doit agir. C'est ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Je vous prends un exemple tout simple. Il y a un arrêt célèbre en France qu'on appelle l'arrêt gaz de Bordeaux. Il s'agissait d'une société, comme aujourd'hui on n'en voit plus, de gaz qui devait être utilisé pour le fonctionnement des tramways. Et pendant la guerre de 39-45, cette société se trouve en difficulté. Il y a des bombardements partout, les agents ne peuvent pas sortir, ainsi de suite. Donc on leur dit, comme vous ne pouvez pas faire ainsi, l'État vous donne une compensation mais il faut maintenir le service public. Par exemple, ça c'est une circonstance exceptionnelle. On vous dit, maintenant vous ne pouvez pas sortir avant 5 heures. C'est une circonstance exceptionnelle. On vous contrôle à partir de 21 heures. Dans la rue, plus personne. Ce sont des circonstances exceptionnelles qui obligent que les pouvoirs de police soient étendus pour pouvoir juguler la crise. Ce qui est curieux, certains me demandaient, mais pourquoi c'est seulement en temps de guerre qu'on a pu voir ça? Pourquoi au temps de Covid? C'est ce qu'un président d'une république a pu dire, nous sommes en guerre. Ce qui veut dire que ce n'est pas la guerre comme on entend de façon normale, la guerre ordinaire. Et nous ne sommes pas en temps normal. Nous ne sommes pas en temps normal. Oui. Il s'agit d'une crise grave qui affecte la vie de la société. Cette crise grave justifie qu'on puisse prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Et justement, c'est l'exception qui crée ces dispositions. C'est la situation d'exception. Donc, les fondements, vous me le demandiez. Il y a la théorie des circonstances exceptionnelles et puis il y a la loi de 1959 qui prévoit l'état d'urgence. Alors, dès lors qu'on a ces fondements-là qui sont bien précisés et où on a puisé la source pour pouvoir décider ou définir certaines mesures, quand encourent les populations qui ne s'y conforment pas? Bon, comme juridiquement parlant. Juridiquement parlant. Mais les populations, c'est une loi. On vous dit, le président de la République décrète que. Mais quand on vous dit on décrète qu'à partir de telle heure, vous ne devez pas être dehors, mais vous ne devez pas être dehors. Si vous êtes dehors, c'est que vous êtes en train de violer une disposition réglementaire. Donc vous comprenez?
Or, la loi, en termes généraux, quand on dit la loi, c'est-à-dire ce qui réglemente la société, est fait pour être respecté. Et donc, sauf circonstances exceptionnelles, justement, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver en panne, peut-être à 20 h, vous rentrez chez vous, vous faites une panne de voiture. En ce moment, vous justifiez pourquoi vous êtes là. Ou bien vous êtes malade, ou vous conduisez un malade à l'hôpital parce qu'on n'a pas pu venir le chercher à temps. Vous justifiez pourquoi vous êtes là. Mais s'il n'y a pas de justification possible, vous avez remarqué que l'interdiction de circuler à partir de 21 h n'est pas générale. Il y a des corps de métier qui en sont dispensés compte tenu de leur spécificité. Mais si vous avez envie de faire la fête et que vous vous retrouvez dehors en train de faire la fête après 21 h, vous êtes en violation flagrante d'une disposition réglementaire. Et lorsqu'on viole une disposition réglementaire, il y a des sanctions que la loi prévoit. Raison pour laquelle ceux qui prennent, qui pour des raisons qu'on ne saurait justifier, se mettent à aller à l'encontre des mesures, ce sont des violateurs de la loi. Et aussi, quand on dit ces circonstances exceptionnelles, c'est vrai, les pouvoirs de police sont étendus. Comme on le dit, les pouvoirs de police vont au-delà de ce qui était normalement constaté, ce qui était normalement prévu. Ce sont de nouveaux prérogatives ou pas? De nouvelles prérogatives, oui. Bon, en fait, quand on dit nouvelles, c'est comme si on vient de les créer. Le canevas est déjà prévu. On vous dit, en telle circonstance, voilà comment la police doit intervenir. C'est une extension des pouvoirs de l'administration, une extension des pouvoirs de police, une extension de tous ceux qui participent au maintien de l'ordre, de tous ceux qui participent à la gestion administrative de la cité. Mais cela ne signifie pas que les pouvoirs doivent être étendus sans contrôle. D'accord, on va y revenir sur les différents contrôles et les actions des uns et des autres. Oui. Alors, les exceptions sont légion et de différentes formes. On parlait par exemple de secours ou on va dire de détresse de personnes. Comment organiser ces exceptions-là? Bon, quand on dit exception, l'exception est faite, le décret prévoit ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas concernés par les mesures de restriction. Oui. Et ces personnes-là, naturellement, elles peuvent circuler librement. Et je ramène chacun à la lecture attentive, à une lecture attentive du décret, et on y verra les personnes qui sont concernées par ces exceptions. Mais en retour, lorsqu'il y a circonstances exceptionnelles, cela ne signifie pas que le fonctionnement de l'État est en vacances. Cela ne signifie pas qu'on ferme les yeux sur tout. Non. En cette circonstance, l'État a une obligation. Autant les pouvoirs de police sont accrus, autant les responsabilités de l'État aussi est accrue. Parce que des personnes qui ne peuvent pas sortir, s'il y a un malade la nuit, il faut qu'il soit à même d'être pris en charge de nuit. C'est une obligation de l'État. Raison pour laquelle l'État a obligation de mettre à disposition le personnel nécessaire en nombre suffisant et en qualité pour pouvoir faire face à toutes ces situations. Certaines personnes nous ont dit, bon, on a appelé, ils ne sont pas venus. Justement, cas pratique, cas pragmatique. On a appelé, ils ne sont pas venus. Il faut qu'ils viennent. Il n'y a pas de justification. À partir du moment où il y a une restriction de mouvement, naturellement, il faut que ceux qui sont chargés de pouvoir pallier à cette impossibilité des personnes de pouvoir se déplacer puissent faire obligatoirement ce qui leur revient de faire. Maître, en l'état actuel des choses et de la situation, oui, c'est pratiquement, et c'est tout le pays qui est soumis à ce couvre-feu. Oui. Donc cela, il y a une recrudescence de détresse. Oui. Et est-ce qu'à cela est apposé les ressources nécessaires pour pouvoir faire face? Bon, comprenez que je ne sois pas la personne autorisée. Moi, dans le cas échéant où ce n'est pas fait, oui, quel est le recours de la personne en détresse qui n'a pas eu de ses soins? Ah, là, c'est une très bonne question. Je vous la soumets. Une personne qui est malade, qui attend, qui a appelé, un cas d'urgence médicale, et personne ne vient. Mais moi, je dirais que si un jour, cette personne-là était prise par le coup-feu, parce qu'elle est en train d'aller dans le centre de santé d'à côté pour pouvoir faire face à un cas d'urgence médicale, je dirais que cette personne aussi est en détresse. Elle est dans son droit. Mais il ne faudrait pas que ce soit une règle. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut sortir, faire semblant de boiter pour dire que je vais dans le centre de santé qui est à côté, alors qu'il va chercher à prendre... oui, pour autre chose. Pour autre chose. Donc vous comprenez. Vous savez, en matière législative, c'est très compliqué. Lorsqu'on fait des ouvertures,
il faut encore encadrer ces ouvertures. Comment encadrer ces subtilités donc? Justement, mais comment encadrer? Quelqu'un que la police prend dans la rue qui dit « je suis malade, je vais me soigner ». Mais la police n'a pas de médecin. Mais comment justifier que celui-là est malade? Donc vous comprenez que les abus aussi peuvent arriver. La personne va dire « bon, on m'a pris, mais j'étais malade, je partais me soigner ». L'excuse est facile, mais comment justifier? Raison pour laquelle l'État demande que chacun reste et qu'il appelle les pompiers, qu'il appelle les secours, qu'il appelle le SAMU, qu'il appelle tous les services dont le rôle est de faire face à ce type de cas. Donc, sinon, si on leur dit, exceptionnellement, vous pouvez sortir pour, mais le lendemain, vous verrez que tout le monde est dans la rue. Si la personne dit qu'elle est malade, qu'est-ce que vous faites? Le temps de l'examiner, vous rendez qu'elle n'a pas dit la vérité. Pendant qu'on est concentré à s'occuper de quelqu'un qui est en train de mentir, peut-être qu'il y a quelque chose de plus sérieux ailleurs. Exactement. Donc, raison pour laquelle on demande que chacun reste. Mais en retour, il faut que les services soient vraiment compétents, suffisants et réactifs pour ne pas qu'il y ait des débordements, comme on le dit. Donc, vous comprenez? Donc, la matière législative, elle est difficile. D'accord. Donc, au préalable, c'est déjà contacter les différents services mis en place pour pouvoir nous aider. Maintenant, et si on n'a pas gain de cause... Justement. Et vous savez, il y a un organe actuellement qui contrôle toutes ces mesures-là. Si vous appelez que ça ne marche pas, mais remontez l'information. Vous comprenez? Peut-être qu'avec le temps, les informations qui vont remonter, l'État trouvera le moyen de pouvoir alléger certaines mesures, ou bien trouvera le moyen d'avoir des mesures palliatives. En réalité, l'homme, en général, déjà, dans une situation normale, se plaint de la manière dont sa liberté est encadrée. Oui. Mais en situation exceptionnelle, les plaintes peuvent être encore plus nombreuses. Raison pour laquelle, au lieu de se plaindre, il faut remonter les cas concrets et légalement, il y a des solutions. Si on a pu trouver une législation de crise, c'est qu'il peut avoir les moyens de pouvoir alléger cette législation de crise en fonction des circonstances. C'est toujours des circonstances exceptionnelles. Alors, Maître, vous parlez de législation de crise et nous sommes dans une situation de crise. Pour différents domaines là, on s'est planché un peu sur le niveau sanitaire avec le Covid, mais on a d'autres pans de notre vie qui se trouvent impactés. Par exemple, pour les directeurs de sociétés, des petites et moyennes entreprises, des travailleurs journaliers qui se retrouvent aujourd'hui avec leurs différentes activités impactées. Quelle est juridiquement on va dire, leur protection? Bon, en réalité, ce que vous abordez là est tellement important. C'est le second volet de la mesure, des mesures de circonstances exceptionnelles. Quel est l'impact de ces mesures sur la législation préalable, la législation existante? Exactement. Je prends un exemple, je vais pas à pas. Aujourd'hui, quand on vous dit Covid et droit, vous verrez qu'il y a un vaste chantier qu'on ne peut pas réussir à épuisé dans le cadre d'une émission de quelques minutes. Seulement, je vais faire un choix. On va survoler ça et là voilà, pour pouvoir contenter. Ce choix est fait en fonction de l'intérêt qu'il y a à régler cette question, ou bien à parler de cette question et l'impact social que ces petites solutions que je vais proposer ici ont. Le premier élément, prenons la théorie des circonstances exceptionnelles elle-même. Elle vous conduit à l'état d'urgence. Elle vous conduit au couvre-feu, elle vous conduit à la restriction des déplacements, et ainsi de suite. Fermeture de bars, fermeture de restaurants, fermeture de tout ce que vous savez. Plusieurs activités. Et aujourd'hui, quel est l'impact de ces mesures-là sur les rapports humains? Premier élément, sur les contrats. Vous avez un contrat commercial. Vous êtes une commerçante, vous faites, par exemple, vous faites du commerce de produits vivriers. Vous devez fournir une société, peut-être une cantine scolaire, bon, l'école est fermée, peut-être un camp militaire, ou bien en tout cas, vous devez des clients. Et puis on dit, bon, vous ne pouvez plus arriver à temps. Ou bien celui qui doit aller chercher, doit chercher une autorisation, le temps qu'il aille, c'est des produits périssables. On dit, bon, écoutez, votre contrat a un effet, va forcément connaître un impact compte tenu de la situation. Donc aujourd'hui, en droit, il y a ce qu'on avait prévu en son temps déjà, comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau, ce qu'on appelle le fait du prince. Le fait du prince, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait un impact négatif, du moins un déséquilibre des rapports contractuels compte tenu d'une mesure administrative. Aujourd'hui,
s'il s'avère que les mesures qui ont été prises, le couvre-feu qui a été décrété, ainsi de suite, impactent votre contrat, en son temps, on demandait que la situation qui oblige à se comporter de façon exceptionnelle par rapport à la situation normale, oblige les parties à rechercher un rééquilibre du contrat. Et c'était devant le juge qu'il fallait le faire. Mais compte tenu de ce que c'était l'événement lui-même qui impactait, je vous prends un cas de catastrophe naturelle, je vous prends un cas de guerre, je vous prends un cas, par exemple, d'éruption volcanique, quelque chose comme ça, l'événement lui-même rend impossible l'exécution des contrats. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un événement qu'on voit. L'événement, on le sent par rapport aux mesures qui sont prises. C'est pourquoi l'État s'est permis d'influencer les contrats, notamment le contrat de bail, en disant aux bailleurs, voyez avec les locataires dans la mesure du possible. Parce qu'en principe, le contrat étant la loi des parties, étant la chose des parties, même le juge n'a pas à y intervenir, sauf en cas, dans des circonstances bien précises. À plus forte raison, l'exécutif. Mais pourquoi l'exécutif est amené à intervenir dans les relations contractuelles? C'est compte tenu de la circonstance exceptionnelle qui se crée. Et cette circonstance n'est pas une circonstance matérielle palpable qu'on peut voir comme au moment où ce type d'organisation légale-là avait été prévu. Raison pour laquelle l'exécutif dit, bon, c'est vrai, c'est votre loi, c'est la loi des parties, l'article 1134, ainsi de suite, mais compte tenu de ceci, je vous propose cela. Donc, et sur le contrat administratif. Le contrat administratif, je l'avais déjà expliqué ici, c'est le fait pour une entreprise, bon, quand je dis une entreprise, c'est un contrat qui lie la puissance publique à un particulier, à une structure privée. Par exemple, le transport des personnes. Je vous prends une société qui a pour obligation de transporter des personnes sur le territoire d'Abidjan. Compte tenu de ce qu'il y a, cette circonstance-là, elle ne doit pas s'arrêter. Et je le dis, elle ne doit pas s'arrêter. Seulement, elle peut estimer que la situation est en train de lui porter des coups sérieux dans sa gestion, compte tenu d'un surcoût. On vous dit que vous devez transporter moins de personnes qu'il ne le faut pour garder la distance. Mais il se trouve que c'est le même carburant que vous allez utiliser pour la même distance. Donc, naturellement, il y a un impact négatif sur votre comptabilité. En ce moment, il y aura ce qu'on appelle le rééquilibrage du contrat. Je vous prends le cas des contrats civils, et quand je dis contrats civils, contrats commerciaux. Cette circonstance qui vient se fait du prince. En matière administrative, il demeure fait du prince. Mais en matière civile, il prend la forme de ce qu'on appelle la force majeure, qui est tout événement imprévisible, irrésistible, et qui rend impossible l'exécution du contrat tel que les parties l'ont prévu. En ce moment-là, quand on se réfère à la situation du contrat de travail, l'article 16.11 du contrat de travail dit que le contrat est suspendu en cas de force majeure. Or, ce qui vient d'être décidé en droit administratif, qui s'appelle fait du prince, en droit civil s'appelle force majeure. Donc, il peut y avoir suspension du contrat de travail. Et cette suspension peut se muer en un chômage technique. Et aujourd'hui, même dans les contrats internationaux, vous constatez qu'il n'y a pas de vol. Imaginez-vous, vous attendez un vol, vous attendez quelqu'un qui a une réunion d'une importance capitale sur quelque chose qui ne peut être fait que dans un délai bien précis. Il n'y a pas de vol. Qu'est-ce que vous en faites? Le préjudice est soutenu ou supporté par qui? Ah, justement, mais c'est un cas de force majeure. Ça veut dire qu'on peut se délier des obligations. Mais encore, comme c'est l'État qui a décidé ceci, certainement qu'il y aura des compensations peut-être qui peuvent prendre plusieurs formes pour pouvoir permettre le rééquilibrage du contrat. Raison pour laquelle vous avez entendu un moment, on dit que l'État fait des mesures d'accompagnement. C'est ça qui est le rééquilibre du contrat compte tenu de ce qu'une décision administrative a modifié, a impacté les rapports qu'il y a entre ces personnes-là. Donc c'est pourquoi l'État intervient pour dire, bon, c'est de mon fait que vous êtes obligé d'aller en chômage technique. C'est de mon fait que vous ne pouvez pas travailler de nuit parce que vous aviez un bar. C'est de mon fait que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller dans votre plantation qui se trouve à tel kilomètre. Pour cela, je vais vous faire des mesures d'accompagnement. Vous comprenez? Mais tant qu'on ne vous le dit pas de façon très
séquencé, vous allez prendre les choses de façon globale. Mais non, c'est parce que l'État a influencé, l'État s'est permis de s'introduire dans les rapports personnels, l'État s'est permis de modifier les rapports contractuels qu'il dit, c'est vrai, ça fait un déséquilibre. Donc demain, on va rééquilibrer. Mais il ne suffit pas de dire non, je rééquilibre. Il y a des mesures, il y a des formalités à remplir, il y a des procédures à suivre pour pouvoir demander le rééquilibrage. En son temps, en Europe, c'était devant le juge qu'il fallait. Bon, ici, il n'a pas encore été décidé de comment ça va se faire, mais ça a été annoncé que ça va se faire. Donc les circonstances exceptionnelles qui obligent une légalité d'exception obligent aussi l'État à intervenir. Maintenant, quel est l'impact de ces circonstances exceptionnelles sur les droits humains? On dit la vie est sacrée, la dignité humaine est ceci, ainsi de suite. Oui, les droits inaliénables. Les droits humains. Oui. On vous dit, si vous sortez, qu'on vous prend à partir de 21 h, il y a une procédure à laquelle vous allez être soumis. Très bien. C'est comme je parlais de contrôle. L'extension des mesures de police ne justifie pas que le droit est en vacances. Non. Donc, il y a un contrôle sur l'action gouvernementale, il y a un contrôle sur la mise en œuvre des mesures que l'État a édictées. Raison pour laquelle, si les forces de l'ordre prennent quelqu'un qui a enfreint la loi, cela ne justifie pas qu'on puisse la faire danser et la filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas... Là, on sort carrément du cadre légal. C'est-à-dire rien ne justifie cela. Mais les circonstances, comme on le dit, la légalité n'est pas en vacances. Il y a une légalité d'exception, certes, mais ce n'est pas un état de nature qui est récréé. Mais non, raison pour laquelle la décision qui a été prise est fondée sur il y a des visas. Il y a des lois qui l'encadrent. La loi ne peut pas dire on fait tout, n'importe quoi. Non. Si la personne est prise, la loi a prévu aussi des mesures pour pouvoir accompagner cette personne-là. Parce que si elle veut être accompagnée légalement, elle est accompagnée légalement. Si elle veut être accompagnée judiciairement, elle sera accompagnée judiciairement. Donc je vous dis, il y a des sanctions qui sont prévues en droit pour ceux qui verront l'effort volontairement et de façon délibérée de violer les mesures qui sont édictées. Maintenant, les forces de l'ordre qui sont chargées de surveiller ne doivent pas pouvoir utiliser ce moyen-là pour humilier, pour porter atteinte à l'intégrité physique, pour porter atteinte à la personne humaine, pour faire en sorte qu'il y ait des traitements inhumains et dégradants sur les populations. Et cela aussi, si jamais, je crois que j'ai lu quelque part qu'il y a eu des personnes, des forces de l'ordre qui ont été poursuivies pour ces choses. Exactement. Très bien. Donc, raison pour laquelle des transgressions certains qui ne comprennent pas m'ont dit, mais pourquoi ceux-là, ils sont sortis la nuit, on les a pris, et c'est ceux qui les ont pris qu'on poursuit. Mais la loi, quand elle prévoit une situation, elle prévoit aussi les mesures de contrôle et les sanctions. Alors, Maître, on va y revenir dans quelques instants. Le temps pour nous d'avoir l'intervention de nos chers téléspectateurs qui se sont exprimés sur le sujet Covid-19 et droit au micro de Emmanuel Bonzo. On l'a pas? D'accord. Alors, on reste avec nous. Et puis le dernier élément, c'est l'impact de cette situation sur le droit processuel. Quand on dit droit processuel, ça veut dire la procédure, ce qui vous permet de conduire une affaire en justice. Le garde des Sceaux a pris un arrêté pour dire que les délais de procédure étaient suspendus. Je prends un exemple simple. Vous êtes chez vous, on vient vous signifier une décision. En fait, pour que vous êtes chez vous, vous devez le savoir. Vous avez fait, par exemple, vous avez été parti à une instance au tribunal. Et on a une décision. La décision vous est signifiée, c'est-à-dire elle vous est portée, elle est portée à votre connaissance par voie d'huissier. Vous devez faire appel. Mais il se trouve que la situation est telle que vous ne pouvez pas le faire. L'arrêté du garde des Sceaux dit le délai d'appel qui courait contre vous est suspendu. C'est-à-dire que vous devez aussi poser un acte dans un délai bien précis, un acte judiciaire, un acte de procédure. Et il se trouve que, compte tenu de la situation, et cela depuis le 23 mars, vous n'allez pas entendre quelqu'un venir vous dire « Non, j'aurais voulu vous faire ça pour vous, mais le délai est épuisé. » Bon, vous aurez dû faire, mais le délai, c'est fini. Parce qu'on voit souvent, pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'appelle pour me dire « Non, il y a un huissier qui se présente chez lui pour dire qu'il devait faire appel, le délai est passé. » Il n'y a pas de prescription dans cette période. Bon, quand on dit prescription, c'est... Bon, on peut dire ainsi, mais ce n'est pas absolu.
Là où il devait y encore des avoir exceptions. prescription, voilà, là où il devait avoir prescription pour telle raison, il ne peut pas avoir prescription. Là où vous deviez être déchu de votre droit pour n'avoir pas posé tel acte, On est en suspension. là, les délais sont suspendus. Très bien. Et c'est une réalité, les délais sont suspendus. Donc, que la population le sache, que quelqu'un ne vienne pas à leur porte pour dire vous aurez dû faire ça. Mais attention, si le délai est suspendu avant le 20, est épuisé avant le 23 mars, là, en ce moment, vous n'êtes pas pris en compte. C'est à partir du 23 mars que les délais sont suspendus. Et c'est ce que l'arrêté du ministre dit. Donc, si quelqu'un veut vous faire croire qu'un événement qui aurait dû avoir lieu dans tel délai à compter du 23 mars, aujourd'hui, on vient vous parler d'épuisement du délai, ce n'est pas vrai. Le garde des Sceaux a réglé la question avec un arrêté qui a été publié. Et donc, sur ce point, voilà c'est l'impact sur le dernier point de droit, c'est-à-dire le droit processuel. Alors, maître, aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de nous dire, tous les autres, on va dire, les autres démembrements du droit en général sont en berne? Non, pas du tout. Alors, pas comment du ça se tout, passe? Pas du tout. Les circonstances exceptionnelles ne mettent pas tout le droit en berne. Si, par Les exemple, justiciables veulent savoir où s'orienter. vous avez un enfant à nourrir, c'est votre droit, votre devoir de le nourrir. Vous ne pouvez pas dire, bon, compte tenu des circonstances exceptionnelles, Il y a des droits élémentaires. Oui, mais par exemple, pour des décisions de justice qui doivent être appliquées des personnes qui sont sorties de procès avec, on va dire, la faveur, mais qui ne peuvent pas avoir leur... Non. Quand on a dit, par exemple, sur la suspension des expulsions, on a dit clairement, sauf les cas où une décision de justice est rendue, est déjà définitive. Donc, vous voyez que ce n'est pas absolu. Maintenant, si peut-être que vous avez rendu, la décision est rendue, que vous devez la retirer, que le service de justice ne fonctionne pas correctement, là, vous n'allez pas dire que c'est des circonstances exceptionnelles, que la loi a dit non, ce n'est pas cela. Si la décision est déjà rendue, mais encore que si la décision est définitive, parce que si la décision peut être frappée d'appel, il peut y avoir un sursis, parce que tant que les délais d'appel ne sont pas épuisés, vous ne pouvez pas exécuter votre décision. Or, les délais d'appel, justement, sont suspendus. Mais lorsque la décision est définitive, imaginez-vous, quelqu'un habite vous avez un immeuble où il y a des personnes qui ont des magasins, qui ne payaient pas. Vous êtes allé au tribunal, vous avez gagné. Vous êtes allé la personne a fait appel, vous êtes allé à la cour d'appel, vous avez gagné. Vous êtes allé devant la cour commune du juge d'arbitrage, vous avez gagné, la décision est définitive. Et pour on ne peut plus rien l'application faire. La personne vous dit non, comme on a dit que les délais sont suspendus, non, ce n'est pas ce que l'arrêté dit. Et ça a été clairement dit, sauf pour les cas où les décisions sont définitives. Et aussi, il y a d'autres sources, d'autres éléments du droit qu'on ne peut pas aborder sur ce plateau. Vous entendrez parler, par exemple, de coronavirus, le droit constitutionnel, coronavirus, le droit administratif, coronavirus, le droit international privé, oui, parce que ça ainsi impacte de suite. effectivement plusieurs Justement, plusieurs domaines du droit. De la gestion. Raison pour laquelle un groupe de chercheurs ivoiriens, conduit par M. le doyen de la faculté de droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, a mis en place une équipe, du moins fait un appel à contribution pour la rédaction d'un document pandémie et droit, questionnement et réponses d'universitaires, d'experts du droit au Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et quelles sont les réponses que Non, c'est maintenant que l'appel à candidature s'est fait. Toutes les personnes qui ont autorité dans leur domaine de droit, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, les avocats, les magistrats, les notaires, les huissiers, les conseils juridiques, tous ceux qui sont dans le domaine du droit et qui ont un avis à donner peuvent prendre attache avec l'université de Bouaké, qui est actuellement en train de mettre en place une équipe pour faire un colloque, un document de référence qui sera mis à la disposition du grand public. Un appel à contribution. Un appel à contribution, et c'est dirigé par le professeur Sylvie Nanga, que tout le monde peut contacter. C'est le doyen de la faculté de droit de l'université d'Alassane Ouattara de Bouaké. Et ce sera vraiment un document exhaustif, un document à large spectre qui aura le souci de donner des réponses appropriées à la situation. Et même d'ouvrir des lucarnes. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un me demandait, mais vous les juristes, vous êtes en train de freiner la mise en œuvre des mesures, vous êtes en train de... Le droit faciliterait la propagation. Je dis, mais pourquoi? On dit, mais si on attrape quelqu'un, on dit de ne pas le frapper. Si on ne le frappe pas, demain il va sortir encore et puis il va propager le virus. On dit, mais non, le droit ne freine pas.
Le droit prend en compte la situation pour lui trouver des solutions. Imaginez-vous une minute que cette pandémie se déclarait ici et puis légalement il n'y a rien. Tout le monde sort de chez lui comme il se doit, tout le monde fait ce qu'il veut comme il se doit, conformément à la législation ancienne. C'est une belle initiative qui demande la contribution des sachants dans le droit. Absolument. Pour pouvoir apporter des réponses idoines. On nous apprend que l'élément il est bon, on va le lancer tout de suite et maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Ouh là 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 là. Ah oui, Alex, joyeux anniversaire. Bien famille, je suis là pour souhaiter joyeux anniversaire à Alex Kokola. Paul, j'aime l'appeler comme ça. Paul, ça va bien. C'est ton jour, profites-en. On est tous avec toi. Tu vas le constater. Hein. Énormément de messages, beaucoup de messages pour ton tempérament, pour ton sérieux dans le travail, pour ton sérieux dans les relations. On ne peut qu'être heureux pour toi aujourd'hui. Bon anniversaire, Alex. Hein. Joyeux anniversaire à notre tendre et douce Alice Kokola. Joyeux anniversaire, c'est vrai que c'est demain, mais bon, on fait la première partie aujourd'hui de façon anticipée. Que du bonheur et surtout reste comme tu es. Allez, bisous, bisous, on t'aime fort. Alors, coucou Alix, je sais que tu es un peu surprise parce que c'est demain ton anniversaire. Mais demain, ça n'allait pas faire la grosse surprise qu'on vient de te faire. En tout cas, c'est l'acte 1 de ton anniversaire. Nous t'aimons beaucoup et nous allons te célébrer, pourquoi pas, pendant une semaine. Alors, mon Alix au pays des merveilles, ça commence. Merci. Alors, dis donc. D'accord. Je prends tout. Et je vous dis merci déjà. C'est vrai que Maître Kodekio-Bien est aussi surpris que moi par cette belle attention de la part de toute l'équipe. Merci infiniment. Je vois, on me dit lance l'élément quand on m'a dit que c'est pas prêt, donc je ne comprenais pas. Merci infiniment à toute la rédaction avec à sa tête Madame Anne-Zélika Eora qui célèbre aussi son anniversaire dans quelques jours. On va aussi lui faire une belle surprise. Merci en tout cas à vous. Le temps pour nous de conclure sur le sujet du droit et du Covid. C'est vrai qu'il y a des personnes compétentes qui réfléchissent à apporter des solutions dans des cas exceptionnels telles que celles que nous vivons actuellement. Merci à vous d'être passé sur le plateau pour votre contribution sur ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Voilà, c'est une belle conclusion ici et on va continuer à remercier tout le monde. Et merci aussi aux téléspectateurs. C'est vrai, aujourd'hui c'est 21. Je suis née le 22, mais je me suis mariée un 21 avril. Donc joyeux anniversaire aussi à mon cher époux là-bas. Achoo!